French Peel, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendrez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. C'est un vieux débat en France. Les notes ont-elles leur place à l'école? Les opposants critiquent un système source de stress, de démotivation, voire parfois d'humiliation pour les élèves. Les adeptes, eux, vantent le fait que les notes permettent aux élèves de se positionner les uns par rapport aux autres. Faut-il donc supprimer les notes à l'école? Selon une étude récente de l'OCDE, les élèves français sont moins nombreux que les autres à se sentir chez eux à l'école. En France, 65% des élèves ont peur d'avoir des mauvaises notes, contre 53% en Allemagne et 44% en Finlande. Leurs arguments? Démotivantes, les mauvaises notes sont vécues comme une sanction qui détourne de l'apprentissage. C'est en tout cas ce que soutiennent de nombreux spécialistes de l'éducation, comme le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le sociologue Pierre Merle ou la professeure de mathématiques Stella Baruch. Ces accusations ne sont pas nouvelles. Dès 1969, les politiques s'emparent du sujet. Edgar Faure, ministre de l'Éducation de Charles de Gaulle, décide de remplacer l'évaluation chiffrée de 0 à 20 par des lettres de A à F en primaire et dans le secondaire. Mais la réforme ne fait pas l'unanimité, en particulier à droite, et le système de notes est rétabli dès 1971. En 2005, François Fillon, alors ministre de l'Éducation nationale, met en place le socle commun des connaissances et des compétences. Une réforme qui ouvre la voie à d'autres manières de noter. Ainsi, certains collèges expérimentent depuis l'évaluation avec des pastilles de couleurs, avec des succès plutôt encourageants. Les élèves sont moins stressés par exemple. Et en dehors de nos frontières, comment sont notés les élèves? Eh bien, ça dépend des pays. À Genève, en Suisse, 74,5% des votants se sont prononcés pour un retour des notes en 2009, un peu plus de 10 ans après leur suppression. A contrario, en Suède, le gouvernement a décidé en 2012 que les élèves ne seraient pas notés avant l'âge de 12 ans. Une décision qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. D'une part, parce que l'échelle de notation de A à F est jugée trop complexe. D'autre part, parce que certains estiment que les élèves de 12 ans sont encore trop jeunes pour être notés. Au Danemark, le gouvernement est allé encore plus loin. Les élèves ne reçoivent pas de notes avant 14 ans. Enfin, dans d'autres pays comme la Finlande, la note la plus faible est le 4 sur 10. Du coup, un élève qui a obtenu un 4 garde ses chances d'avoir la moyenne s'il obtient un 6 au contrôle d'après. Une façon de ne pas démotiver les élèves qui échouent à un test, tout en continuant à récompenser les très bons élèves avec d'excellentes notes. Garder le système de notation mais le réformer, voilà peut-être une voie à creuser en France, pour permettre aux Antilles, comme aux défenseurs des notes, de trouver un terrain d'entente.
C'est un vieux débat en France. Les notes ont-elles leur place à l'école? Les opposants critiquent un système source de stress, de démotivation, voire parfois d'humiliation pour les élèves. Les adeptes, eux, vantent le fait que les notes permettent aux élèves de se positionner les uns par rapport aux autres. Faut-il donc supprimer les notes à l'école? Selon une étude récente de l'OCDE, les élèves français sont moins nombreux que les autres à se sentir chez eux à l'école. En France, 65% des élèves ont peur d'avoir des mauvaises notes, contre 53% en Allemagne et 44% en Finlande. Leurs arguments? Démotivantes, les mauvaises notes sont vécues comme une sanction qui détourne de l'apprentissage. C'est en tout cas ce que soutiennent de nombreux spécialistes de l'éducation, comme le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le sociologue Pierre Merle ou la professeure de mathématiques Stella Baruch. Ces accusations ne sont pas nouvelles. Dès 1969, les politiques s'emparent du sujet. Edgar Faure, ministre de l'Éducation de Charles de Gaulle, décide de remplacer l'évaluation chiffrée de 0 à 20 par des lettres de A à F en primaire et dans le secondaire. Mais la réforme ne fait pas l'unanimité, en particulier à droite, et le système de notes est rétabli dès 1971. En 2005, François Fillon, alors ministre de l'Éducation nationale, met en place le socle commun des connaissances et des compétences. Une réforme qui ouvre la voie à d'autres manières de noter. Ainsi, certains collèges expérimentent depuis l'évaluation avec des pastilles de couleurs, avec des succès plutôt encourageants. Les élèves sont moins stressés par exemple. Et en dehors de nos frontières, comment sont notés les élèves? Eh bien, ça dépend des pays. À Genève, en Suisse, 74,5% des votants se sont prononcés pour un retour des notes en 2009, un peu plus de 10 ans après leur suppression. A contrario, en Suède, le gouvernement a décidé en 2012 que les élèves ne seraient pas notés avant l'âge de 12 ans. Une décision qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. D'une part, parce que l'échelle de notation de A à F est jugée trop complexe. D'autre part, parce que certains estiment que les élèves de 12 ans sont encore trop jeunes pour être notés. Au Danemark, le gouvernement est allé encore plus loin. Les élèves ne reçoivent pas de notes avant 14 ans. Enfin, dans d'autres pays comme la Finlande, la note la plus faible est le 4 sur 10. Du coup, un élève qui a obtenu un 4 garde ses chances d'avoir la moyenne s'il obtient un 6 au contrôle d'après. Une façon de ne pas démotiver les élèves qui échouent à un test, tout en continuant à récompenser les très bons élèves avec d'excellentes notes. Garder le système de notation mais le réformer, voilà peut-être une voie à creuser en France, pour permettre aux anti, comme aux défenseurs des notes, de trouver un terrain d'entente. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Dorothée Barba, capture d'écran, vous nous conseillez d'allumer Arte ce soir à 19h pour un documentaire sur les chats. L'humanité, comme vous le savez, se divise en deux catégories. Il y a ceux qui adorent les matous, qui les trouvent trop mignons, et ceux qui ne peuvent pas les voir en peinture. Je fais partie, je l'avoue, de la deuxième catégorie. Je n'aime pas les chats, et pourtant, ce documentaire m'a passionné. Parce qu'il montre la vraie nature de cet animal. C'est un dangereux serial killer. Malgré 9000 ans de domestication, le chat conserve intact ses instincts de prédateur. Contrairement au chien qui a beaucoup évolué au contact de l'homme, le chat a gardé quasiment le même patrimoine génétique que son ancêtre, le chat sauvage d'Afrique. Des études paléogénétiques l'ont récemment confirmé. Nos gentils matous restent au fin fond de leur génome des prédateurs carnivores et solitaires. Le chat, ce tueur si mignon, c'est le titre de ce film qui dure 40 minutes. Alors, je vous rassure, si vous aimez les chats, vous serez captivé aussi. Sur quoi repose le très grand talent de chasseur de ce félin? Sur son agilité, sur son audition très puissante, ses griffes acérées et rétractiles, mais aussi sur sa capacité de voir la nuit, bien sûr. Le chat est nyctalope. Le problème, c'est qu'il est devenu une menace pour certaines espèces en voie de disparition aux quatre coins du monde. L'Union internationale pour la conservation de la nature a classé le chat parmi les espèces les plus agressives et nuisibles. Non mais là, vous parlez surtout des chats sauvages, non? Oui, ce qu'on appelle les chats arrêts, c'est-à-dire des chats domestiqués, des chats domestiques retournés à l'état sauvage. Et notamment en Nouvelle-Calédonie, cet archipel français dans le Pacifique abrite une biodiversité parmi les plus riches de la planète, avec des espèces endémiques qu'on ne trouve que sur cette zone. C'est le cas de certains lézards. Alors s'ils se font tous dévorer par les chats, ils risquent de disparaître pour de bon. Les puffins fouquets sont aussi en danger, des oiseaux marins qui ne sont pas du tout craintifs, car au cours des millénaires d'évolution, ils n'ont pas vu de prédateurs. Les chats sont arrivés très récemment à l'échelle de l'évolution en Nouvelle-Calédonie. Le chat s'attaque aussi là-bas aux crabes et aux poissons. Et il est assez impressionnant, je dois dire, de voir le chat harponner sa proie en plongeant ses griffes dans la mer d'un coup sec, un peu comme un ours au bord d'une rivière. Les images sont assez dingues. Alors, ce qui n'arrange rien pour la biodiversité, c'est que les chats ne sont pas de fins gourmets. Ils ont très peu de papilles gustatives. Autrement dit, ils s'attaquent à tout ce qui promet une ration de protéines. Et qui plus est, leur instinct les pousse à chasser même quand ils n'ont pas faim. Ce documentaire nous conduit aussi, et c'est la séquence la plus intéressante, en Australie, où la prolifération des chats arrêts est un fléau que les autorités prennent très au sérieux. Les matous s'attaquent notamment aux rats kangourous, un marsupial dont la population est en déclin. Résultat, au centre du pays, on a créé une zone sans prédateurs. Une immense clôture anti-chat a été érigée. Mais il ne suffit pas de protéger les proies, il faut aussi leur apprendre à se défendre. On voit donc des biologistes australiens qui capturent des chats sauvages pour les introduire petit à petit dans la réserve. L'idée, c'est d'améliorer les stratégies de fuite des marsupiaux, de les rendre plus méfiants, de rétablir un rapport de force entre le chasseur et sa proie, en quelque sorte. Une chose est sûre, vous ne verrez plus le chat de la même manière quand vous tomberez sur une énième vidéo attendrissante sur Internet. Le chat, ce tueur si mignon, c'est un documentaire à voir sur Arte à 19h ou en replay sur le site d'Arte. Merci beaucoup Dorothée Barba. Dorothée Barba, capture d'écran, vous nous conseillez d'allumer Arte ce soir à 19h pour un documentaire sur les chats. L'humanité, comme vous le savez, se divise en deux catégories. Il y a ceux qui adorent les matous, qui les trouvent trop mignons, et ceux qui ne peuvent pas les voir en peinture. Je fais partie, je l'avoue, de la deuxième catégorie. Je n'aime pas les chats, et pourtant, ce documentaire m'a passionné. Parce qu'il montre la vraie nature de cet animal. C'est un dangereux serial killer. Malgré 9000 ans de domestication, le chat conserve intact ses instincts de prédateur. Contrairement au chien qui a beaucoup évolué au contact de l'homme, le chat a gardé quasiment le même patrimoine génétique que son ancêtre, le chat sauvage d'Afrique. Des études paléogénétiques l'ont récemment confirmé. Nos gentils matous restent au fin fond de leur génome des prédateurs carnivores et solitaires.
Le chat, ce tueur si mignon, c'est le titre de ce film qui dure 40 minutes. Alors, je vous rassure, si vous aimez les chats, vous serez captivé aussi. Sur quoi repose le très grand talent de chasseur de ce félin? Sur son agilité, sur son audition très puissante, ses griffes acérées et rétractiles, mais aussi sur sa capacité de voir la nuit, bien sûr. Le chat est nyctalope. Le problème, c'est qu'il est devenu une menace pour certaines espèces en voie de disparition aux quatre coins du monde. L'Union internationale pour la conservation de la nature a classé le chat parmi les espèces les plus agressives et nuisibles. Non, mais là, vous parlez surtout des chats sauvages, non? Oui, ce qu'on appelle les chats arrêts, c'est-à-dire des chats domestiqués, des chats domestiques retournés à l'état sauvage. Et notamment en Nouvelle-Calédonie, cet archipel français dans le Pacifique abrite une biodiversité parmi les plus riches de la planète, avec des espèces endémiques qu'on ne trouve que sur cette zone. C'est le cas de certains lézards. Alors s'ils se font tous dévorer par les chats, ils risquent de disparaître pour de bon. Les puffins fouquets sont aussi en danger, des oiseaux marins qui ne sont pas du tout craintifs, car au cours des millénaires d'évolution, ils n'ont pas vu de prédateurs. Les chats sont arrivés très récemment à l'échelle de l'évolution en Nouvelle-Calédonie. Le chat s'attaque aussi là-bas aux crabes et aux poissons. Et il est assez impressionnant, je dois dire, de voir le chat harponner sa proie en plongeant ses griffes dans la mer d'un coup sec, un peu comme un ours au bord d'une rivière. Les images sont assez dingues. Alors, ce qui n'arrange rien pour la biodiversité, c'est que les chats ne sont pas de fins gourmets. Ils ont très peu de papilles gustatives. Autrement dit, ils s'attaquent à tout ce qui promet une ration de protéines. Et qui plus est, leur instinct les pousse à chasser même quand ils n'ont pas faim. Ce documentaire nous conduit aussi, et c'est la séquence la plus intéressante, en Australie, où la prolifération des chats arrêts est un fléau que les autorités prennent très au sérieux. Les matous s'attaquent notamment aux rats kangourous, un marsupial dont la population est en déclin. Résultat, au centre du pays, on a créé une zone sans prédateurs. Une immense clôture anti-chat a été érigée. Mais il ne suffit pas de protéger les proies, il faut aussi leur apprendre à se défendre. On voit donc des biologistes australiens qui capturent des chats sauvages pour les introduire petit à petit dans la réserve. L'idée, c'est d'améliorer les stratégies de fuite des marsupiaux, de les rendre plus méfiants, de rétablir un rapport de force entre le chasseur et sa proie, en quelque sorte. Une chose est sûre, vous ne verrez plus le chat de la même manière quand vous tomberez sur une énième vidéo attendrissante sur Internet. Le chat, ce tueur si mignon, c'est un documentaire à voir sur Arte à 19h ou en replay sur le site d'Arte. Merci beaucoup, Dorothée Barbat. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Privet, bonjour à tous. Connaissez-vous l'histoire du drapeau de l'Ukraine? Ces couleurs sont depuis l'époque médiévale associées à la Russe de Kiev, une principauté slave orientale, berceau des Ukrainiens. Elles symbolisaient l'eau et le feu. Même les redoutables Cosaques les adoptèrent du XVIe au XVIIIe siècle. Dès 1918, lors de la proclamation de la première indépendance du pays, affranchi des empires autrichiens et russes, le choix du bicolore s'imposa. Mais en 1922, les bolcheviks imposèrent un nouveau drapeau. Ce n'est qu'en 1992, suite au démantèlement de l'URSS, que le drapeau historique du deuxième plus vaste pays d'Europe fut officiellement adopté. Aujourd'hui, les couleurs symbolisent le ciel sur les champs de blé, cette céréale étant l'une des principales ressources de l'Ukraine.
Dopo bacenia. Au revoir. Et à une prochaine fois pour un autre drapeau et d'autres couleurs. Document 2. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. C'est une vignette ronde accolée sur le pare-brise. Outre votre numéro d'immatriculation, un chiffre et une couleur caractérisent la pollution émise par votre véhicule, du vert au noir de 0 à 5. Un système de notation clair déjà mis en place dans 5 villes de France. Lorsque les taux de particules fines mesurés dans l'air deviennent importants, comme c'est le cas depuis samedi, seuls les véhicules peu polluants sont autorisés à circuler. Sinon, gare au PV, 68 € pour les véhicules légers, 135 € pour les poids lourds. Attention donc, à partir de lundi 27 novembre, si un épisode de pollution dure plus de 3 jours, le préfet pourra décréter la circulation différenciée en parallèle des classiques réductions de vitesse sur la rocade et les autoroutes. Il est donc temps de commander votre vignette. Si vous n'en avez pas, il vous en coûtera 4,18 €. Document 3. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Le CV anonyme n'aura finalement jamais été obligatoire. Imposé par une loi en 2006, son décret d'application n'avait pas été publié. Aujourd'hui, le gouvernement préfère abroger cet article de loi qui ne serait plus pertinent. Depuis l'époque où cette décision a été prise, en 2006, jusqu'à aujourd'hui, les conditions de recrutement des entreprises, on peut penser au développement du numérique, au CV vidéo maintenant, etc., ont évolué. Et il ne faudrait pas que cette mesure, par sa généralisation et son caractère systématique, nuise justement à l'embauche sous toutes les formes de lutte contre les discriminations. En revanche, pour lutter contre les discriminations en entreprise, le ministre annonce la possibilité d'engager des actions collectives en justice pour les salariés ou les candidats qui s'estiment lésés. Ce dispositif existe déjà dans le secteur de la consommation. Ces actions de groupe devraient figurer dans la future loi sur la justice, présentée par Christine Taubira le 24 juin prochain au Conseil des ministres. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.